tout le monde. Mon nom est Bouffard et je suis le gestionnaire pour l'engagement Ingénieur Canada. Au nom d'Ingénieur Canada, je vous souhaiter à tous un bon mois national de l'ingénierie et merci de prendre le temps de venir nous voir pour l'événement d'aujourd'hui. Ingénieur Canada, c'est l'organisation qui licencie plus de 3000 membres de la profession du génie au Canada. Présenté par Ingénieur Canada, le mois national du génie et la plus grande célébration du génie au Canada. Le thème, c'est il y a une place pour vous dans l'ingénierie pour célébrer la diversité et pour démontrer qu'il y a une place pour tout le monde dans le métier du génie. C'est aussi une formation de discuter comment le génie, ça forme nos vies et comment une culture inclusive et diverse au Canada est importante. Alors, je vous souhaite à tous une bonne journée internationale du génie que nous célébrerons le samedi 4 mars. Avant de passer le microphone à un panéliste pour commencer la conversation de cette année, pour parler de réfléchir et regarder vers l'avenir, la culture de l'ingénierie et l'avenir de la profession. J'aimerais vous rappeler que je vous rejoins aujourd'hui du territoire non cédé des Anishinaabe, alors que nous nous réunissons sur le territoire que nous appelons le Canada. J'aimerais reconnaître comment les personnes des Premières Nations, Métis et Inuit, sont les gardiens traditionnels de ce territoire. Nous voulons que vous sachiez que comme la profession de l'ingénierie est dédiée à continuer le parcours vers la vérité et la réconciliation, et nous allons continuer à pousser la profession vers l'avant en nous penchant sur l'ignorance, le racisme qui existe. Nous savons que notre parcours vers la réconciliation va être long et nous sommes prêts à aller de l'avant ensemble. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à tous les Canadiens francophones. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous pour cette discussion importante. Ingénieur Canada s'est engagé à faire en sorte que ces ressources et ces événements soient disponibles dans les deux langues officielles. Vous remarquerez que nous avons une traduction en direct pour cet événement. Il suffit de cliquer sur le bouton qui indique l'interprétation et de le choisir facile. Lastly, I'd like to acknowledge our official sponsor for this event. J'aimerais reconnaître nos parrains officiels pour cet événement et le mois national du génie. Ingénieur Canada travaille cette année. Nous avons 70 ans d'essayer d'aider la profession du génie et leur famille. Alors que cette célébration de 75 ans qui commence en commençant le 1er mars, aujourd'hui, nous allons réduire les primes pour des nouvelles couvertures par 70%. Aujourd'hui, au nom de Manulife, pour commencer cette conversation, c'est le directeur national de Manulife, M. Jim Samaras. À vous, Jim. Merci, bon après-midi tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour démarrer le mois national de la GNP. Alors que nous reflétons, ça fait partie du thème ici, Manulife a fait partie d'Ingénieur Canada depuis les derniers 75 ans. Nous célébrons maintenant, désolé, la protection financière, l'organisme qui donne la protection financière à tous les ingénieurs et à leurs familles. Nous sommes honorés d'être capables de soutenir des programmes tels que le mois national de l'ingénierie qui promouvoit la profession ainsi que les communautés d'ingénieurs qui continuent à essayer d'évoluer vers un meilleur futur. Nous voulons célébrer beaucoup d'événements importants ensemble. Et je vais présenter notre modérateur d'aujourd'hui, Adrian Airwood, qui est un journaliste depuis plus de 25 ans. C'était l'hôte de Drive Home CBC Ottawa Holiday Day pendant 3 ans et il a été le présentateur des nouvelles à 6 heures pour 13 ans à Ottawa CBC. En 2017, il a été nommé pour le prix pour la meilleure entrevue et en 2020, il a gagné le prix de télévision. Il a été le meilleur hôte de la télévision nationale, à la radio, à la télévision, incluant celui en ce moment. Alors, il a parlé du pouvoir dans la politique. Il a interviewé Angela Davis, Bill Clinton, Salman Rushdie, Naomi Klein, pour en nommer quelques-uns seulement. Et son nom est apparu dans des publications telles que le Globe and Mail. Il enseigne le vidéojournalisme autour de 4 ans à l'université Carleton, où il a créé la première école de journalisme, un séminaire qui s'appelle le journalisme, la race et la diversité. Il a créé le premier cours au Canada qui est dévoué à l'étude du journalisme noir au Canada. Souhaitez la bienvenue avec moi, s'il vous plaît, à Adrian.
Alors, merci pour cette présentation. Merci tout le monde. Bon après-midi à tout le monde, de côte à côte à côte. J'ai hâte de ce qui va probablement être une discussion très dynamique cet après-midi. Depuis les temps immémoriaux, nous savons que l'ingénierie a amené à l'émergence de nouvelles inventions qui ont formé fondamentalement la façon dont les êtres humains vivent, bâtissent des communautés, résoudent des problèmes complexes, créent des espaces, interagissent avec les uns les autres et s'engagent avec leur environnement. C'est vraiment impossible d'imaginer un monde, le monde dans lequel on vit, sans la contribution de l'ingénierie et des ingénieurs. Et alors que tous les jours, l'ingénierie aide à recréer, réinventer le monde et inventer et créer des nouveaux futurs, nous savons que la culture de l'ingénierie doit changer avec le temps afin de répondre aux besoins d'une société qui est plus diverse et de refléter ces temps. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un ingénieur au Canada en 2023? Quels sont les obstacles auxquels font face la culture de l'ingénierie au Canada? Comment pouvons-nous cultiver et construire une culture de l'ingénierie? Tout le monde se sent qu'ils peuvent participer et appartenir. Comme il a été mentionné, notre thème aujourd'hui est réfléchir et regarder vers l'avenir, la culture de l'ingénierie et l'avenir de la profession. On dit souvent que pour créer l'avenir, il faut comprendre le passé, mais aujourd'hui, nous avons l'avenir ici même sur notre panel. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter tous nos panélistes et après ça, je vais passer à notre première question. Alors, Griffin Murdoch est le président de la Fédération canadienne des étudiants en génie, la FCEEG, une organisation qui représente les 85 000 étudiants en génie qui poursuivent activement leur études au Canada. Gary Zacharias est un assistant professeur sur les pratiques de la génie et l'éducation en génie à l'Université du Manitoba et l'un des co-facilitateurs du mouvement de l'anneau d'acier. John Gamble est le PDG et président de l'Association des compagnies de consultants en ingénierie au Canada. Un des plus grands employeurs d'ingénieurs au Canada sont des membres de son organisation, Randy Herman, et le directeur de Engineering Access Program, un programme de soutien conçu pour aider les étudiants des Premières Nations métis et inuits qui cherchent à obtenir un diplôme en génie. Il est également un membre de la communauté métisse du Manitoba. Et nous avons Ginette Softwood, qui est la vice-présidente des Ingénieurs Canada, des affaires générales et des partenariats stratégiques. Je voulais commencer avec Griffin aujourd'hui parce que, comme j'ai mentionné, pour créer le futur, nous devons comprendre le passé. Et vous-même qui représentez le futur en tant que président de la Fédération canadienne des étudiants en ingénierie, selon vous, en étudiant du génie, selon vous, euh, est-ce que les étudiants se sentent à l'aise de rejoindre la communauté des ingénieurs? Alors, merci pour l'introduction. Pour commencer, je pense que les étudiants commencent à se sentir de plus en plus bienvenus. Alors, pour vous donner une anecdote rapide, ça fait quelques semaines, je suis allé à la conférence nationale de Engineer Canada. Ce sont des partenaires de la FCEG et nous sommes heureux de voir qu'ils participaient à cet événement incroyable. À l'événement, j'ai regardé Jeannette et Kim Bouffard, deux des personnes que vous avez déjà entendues aujourd'hui ou une que vous allez entendre plus tard, et qui parlaient de l'avenir de génie et les obstacles à l'intersectionnalité dans le génie et les objectifs de comment, à quel point la profession du génie est accueillante. Je ne les ai pas vraiment regardés quand ils sont arrivés. Je regardais les autres personnes dans la salle. Ils étaient assis là et je pouvais voir que les gens réalisaient que les gens qui représentent notre profession au plus haut niveau, fondamentalement, comprennent ça. Alors, même si c'est un peu la naïf, c'est vraiment important de voir à quel point ces gens, ces gens qui vont guider le reste de leur vie, le reste de leur carrière, dans leur profession, ils comprennent les obstacles et la complexité des obstacles que représente l'intersectionnalité. Alors, tout le monde amène leurs propres histoires à leur vie et à leur carrière, ce qui a un grand impact. Je pense que ça va avoir un impact majeur sur toutes les personnes qui sont dans cette salle. Alors, faire passer ce message à tout le monde est difficile quelquefois. La FCEG
rejoignent 10% des événements, viennent à nos événements une fois dans leur carrière en tant qu'étudiant du génie. Alors, faire passer ce message, ça peut être difficile. C'est ce qu'on essaye de faire dans notre travail. Et nous savons que Ingénieurs Canada et les autres organisations à travers le pays font ça également. Alors, je pense qu'ils peuvent se sentir bienvenus dans la communauté, mais quand quelqu'un, je parle en tant que quelqu'un qui va être diplômé dans quelques mois et qui cherche toujours du travail, je pense que ça peut être quelqu'un, ça peut être stressant de rejoindre la communauté du génie. Ils peuvent se sentir bienvenus, mais ça dépend où ils vont aller et qui vont les accueillir. Selon le cas que vous êtes engagé avec les étudiants, vous faites de l'engagement avec les étudiants à travers ces pays d'une façon quotidienne. Est-ce que vous pensez que les étudiants se sentent équipés pour relever les défis et les opportunités dans des enjeux aussi complexes que le changement de climat ou de jouer un rôle dans la justice sociale? Oui, c'est un gros problème. On fait beaucoup de cours sur le calculus, par exemple, ce qui est terrible. Ce n'est pas quelque chose de très agréable. Et beaucoup de ces aptitudes techniques ne vous préparent pas vraiment pour essayer de promouvoir la justice sociale. Est-ce que vous avez aussi des cours qui vous préparent pour cela ou des événements ou d'autres choses qui vous aident avec cette expérience? C'est quelque chose que la FCEG pousse depuis qu'on existe pour de plus en plus d'expériences d'apprentissage expérimental pour préparer les étudiants de plus en plus pour leur travail, pour leur carrière après qu'ils aient été diplômés. Je pense que le plus grand obstacle, ce n'est pas la passion. Elles ont la passion, elles ont la motivation, elles veulent bâtir un monde où les enfants, où les chiens et les chats qu'ils vont avoir dans le futur vont être capables de vivre une vie qui est une bonne vie pour eux. Le problème, c'est que quand ils vont être diplômés, ils viennent d'un groupe de pairs, ils arrivent d'un groupe de pairs dans une nouvelle scène où ils ne connaissent pas la politique dynamique de l'emploi, qu'ils vont accepter les obstacles qu'ils vont rencontrer dans de mettre en place ces politiques. Alors, beaucoup de ces ingénieurs ont cette passion, mais c'est vraiment aux gens qui les engagent de vraiment leur donner cette responsabilité de canaliser leur passion. Parce que sans ça, ça peut être vraiment inefficace de savoir où canaliser et comment canaliser cette passion. Alors, avec ce support, vous avez des gens qui sortent de l'école d'ingénieurs, qui sont prêts à changer le monde. Et si on les soutient certes à des niveaux de l'organisation ou du reste de la communauté, je pense qu'absolument, ils sont préparés à ça. Car oui, dans votre travail quotidien, vous parlez aux étudiants tout le temps et vous avec les étudiants à travers différentes générations. Je suis curieux, à votre avis, qu'est-ce qui est spécial de cette génération d'ingénieurs? De quoi ils ont besoin? Quels sont les obstacles particuliers à laquelle cette génération fait face? C'est une excellente question. J'ai l'impression, de certaines façons, que les étudiants eux-mêmes sont plus équipés. Alors, je préférerais à répondre à ça. Je préférerais que Griffin réponde à ça. J'aime entendre l'optimisme. Il irradie de l'optimisme, et mes étudiants aussi. Griffin l'a dit, il y a beaucoup de passion que je vois chez mes étudiants sur comment se pencher sur des obstacles compliqués, assurer que leur travail est intégré avec leurs valeurs et des choses qui sont très importantes pour eux. Un obstacle en tant qu'instructeur que je trouve difficile, c'est d'aider à faire ça. Les envoyer dans le monde, dans leur carrière, pas seulement en connaissant le calculus, mais en étant prêt à prendre cette connaissance et l'appliquer aux utilisations pour lesquelles il les intéresse. Alors, j'enseigne ces autres cours dont je viens de parler, les cours techniques, les cours de communication des étudiants. Ça donne un espace à ces étudiants de penser à ces plus grandes questions, sinon une opportunité de vivre ce travail, d'avoir l'expérience de ce travail eux-mêmes. Je suis très passionné par ce travail. Je voudrais qu'il y en ait plus d'opportunités et j'aimerais qu'on soit capable d'intégrer ces aptitudes techniques dans cette autre type d'instruction. J'aimerais que les étudiants soient capables d'apprendre le calculus, le statistique, le thermodynamique, alors qu'ils pensent à ces questions plus grandes et ne pas penser à ça comme des domaines séparés parce que c'est des domaines séparés. Et quand on parle de la conception de la culture du génie, cette génération d'étudiants, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qu'ils vous disent sur le type de monde de génie dans lequel ils vont entrer, qu'ils veulent bâtir?
Je dirais que j'entends différentes choses. J'entends beaucoup d'espoir sur la capacité des ingénieurs à contribuer à un monde plus durable, à un monde plus équitable. J'entends aussi beaucoup de ce que je dirais, ce que je pense, c'est un aspect dominant de la culture du génie qui est reflété à travers la façon qu'ils approchent ces problèmes. Donc, quelquefois, en conjonction avec cette passion de vouloir changer les choses, j'entends une frustration ou un sentiment que peut-être les ingénieurs ne font pas partie de ces questions, que le génie est limité à un certain type de problème ou peut-être limité par les problèmes qu'on donne aux ingénieurs ou qui sont imposés aux ingénieurs. Alors, je vois chez mes étudiants une tension euh, entre l'espoir et l'optimisme, je dirais en particulier vers la durabilité et l'équité, et en même temps un sentiment que peut-être ce n'est pas à eux de régler ces problèmes ou ils ne savent pas comment régler. John Gamble, quel est votre message à cette génération d'étudiants? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils sachent sur cette culture du génie dans laquelle ils vont bâtir et dans laquelle ils vont rentrer? Ben, merci à Ingénieur Canada pour nous réunir. On passe le mois national du génie à parler des choses importantes qu'on fait en tant qu'industrie, en tant que profession et des choses formidables qu'on fait. Mais c'est aussi important que nous ayons ces discussions adultes parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas fait aussi bien qu'on le voulait. Et quelquefois, on n'a pas fait bien les choses du tout. Alors, c'est une discussion très importante. Alors, pour revenir à votre question, nous avons une tradition sur quoi nous pouvons élaborer, comment améliorer les choses. Alors, quand j'ai des interactions avec Griffin et ses collègues à FPG, que je fais assez souvent, j'apprends plus d'eux qu'ils apprennent de moi. Je ne suis pas ici pour leur enseigner le calculus, je suis ici pour les présenter à l'industrie, à la profession. Et ça ouvre les yeux où en sont ces personnes. Et ils vont nous rendre des meilleurs ingénieurs, pas seulement à cause de leurs aptitudes, ils comprennent que le génie est un nexus entre la science et la nature et les besoins et les valeurs de la société. Ils savent ça déjà. Je pense qu'on sait déjà ça et je pense que on savait, c'était mieux avant la révolution industrielle, on savait déjà ça et on le faisait mieux. Alors maintenant, la conception efficace, c'est en priorité. Nous avons une génération, comme on entend, qui veut faire des choses plus grandes. Ils veulent vraiment influencer la société. La Fédération internationale de consultants en génie, euh, vous allez être un meilleur conseiller si vous reflétez là-dessus. Alors, je pense que ce que je vois arriver, c'est que les étudiants commencent de plus en plus à interviewer les employeurs. Ils ne demandent pas des questions sur les salaires, sur les avantages. C'est plus au niveau de la gouvernance et sur l'environnement, la société. Ils demandent des choses qui sont faciles pour les firmes à faire, comme l'accommodation, la flexibilité. Ils ne veulent pas avoir cette fierté de travailler 300 millions d'heures cette semaine et de comparer qui travaille le plus dur. Et ils veulent un équilibre entre leur vie et leur travail et ce qui pourrait les rendre des meilleurs ingénieurs. Alors, je pense qu'on commence à comprendre ces choses parce qu'il y a une demande pour le talent et ils offrent une optique très importante. Et quand on fait nos propres études de DI, on a fait des groupes de travail pour les PDG, on a interviewé des femmes et d'autres personnes dans l'industrie. Mais une des choses les plus informatives, et je vous remercie, Christine, pour le travail que vous avez joué, c'est qu'on a utilisé la conférence de leadership du FCEG en janvier pour avoir notre propre groupe de réflexion et demander aux étudiants qu'est-ce que vous voyez dans la profession. Pas nous qui leur disent ce qu'ils vont avoir, mais on pourrait être des meilleurs employeurs si on peut créer des meilleures opportunités comme ça. Et nous espérons ramener ça à nos membres. Certains font un très bon travail, certains des plus grands employeurs dans le Canada, mais on a des petites entreprises et moyennes qui ont également. Donc, ça va être formidable, très utile pour nous, mais pour avoir des meilleurs résultats en général. Dans votre euh, travail de tous les jours, Harry Harman, vous avez une conversation avec les étudiants métiers et des Premières Nations. Qu'est-ce qu'ils vous disent sur comment ils pensent à la culture du génie? Et qu'est-ce que vous voulez que la profession sache sur ces jeunes ingénieurs dynamiques que vous êtes prêts à accueillir dans vos bureaux? C'est une très bonne question, Adriane. Et juste pour revenir à une question
plutôt, vous pouvez voir, avec mes cheveux blancs, que c'est pas l'an dernier que j'ai été diplômé en génie. Alors, depuis les derniers 20-25 ans, j'ai vu des étudiants qui finissaient l'école de génie et je suis très impressionné par les étudiants qui sortent de l'école maintenant, en particulier pour beaucoup de raisons, mais en particulier pour leur maturité. Ils se comportent beaucoup mieux que moi, je me comportais dans ma classe à l'époque. Pourquoi est-ce que ça ne me surprend pas, Randy? Très bien, vous savez, exactement. Alors ça, c'est un peu pour tout le monde. S'il y a une génération qui va vraiment changer les choses, c'est cette génération d'étudiants qui sortent maintenant. Et en particulier, si on parle des étudiants autochtones, Métis, Premières Nations, Inuit, beaucoup d'entre eux arrivent peu préparés, qu'ils l'ont été de façon historique, et ils arrivent avec plus de passion, plus de feu, et ils voient certaines de ces injustices, et certaines des injustices au niveau du climat, par exemple, ça se passe dans leur communauté. Et ils voient ça. Et ils disent, je veux être de ce côté de la médaille pour que je puisse parler, pour que je puisse changer les choses, pour qu'on puisse aider à ne pas se pencher sur ces problèmes. Je vois ça de plus en plus pour les étudiants. Ces étudiants avec lesquels vous faites affaire, est-ce qu'ils pensent que quand ils rentrent dans le milieu du travail, ils peuvent s'affirmer, ils peuvent amener tout ce qu'ils sont à la table? Absolument. Et encore une fois, c'est un changement que je vois plus probablement dans les derniers 8 à 10 ans que je voyais avant. Je sais que quand je parle à mes étudiants, je leur dis, quand vous allez dans la communauté du génie, c'est plus important que vous soyez vous-même, que vous ameniez votre passé à cette communauté, que vous soyez une personne autochtone urbaine, que vous veniez d'une petite communauté, que vous vous considérez comme une personne à deux esprits. Amenez votre véritable soi à la profession du génie. C'est la seule façon que nous allons affecter un véritable changement dans la profession du génie. Je me demande, Suzanne, à quoi vous parlez quand vous entendez Jeannette, les commentaires de nos panélistes sur la place des jeunes étudiants en génie dans cette culture à venir. Merci pour cette question, Andréane. Alors d'abord, je voulais partager que dans nos politiques du Conseil, il n'y a que deux organisations qui sont mentionnées spécifiquement. Et d'entre eux, c'est la Fédération canadienne des étudiants en génie, le FCEG. C'est parce que tous, chacun d'entre nous dans le panel, aujourd'hui, chacun d'entre nous a Ingénieur Canada, tous les intervenants du milieu, nous reconnaissons l'importance de cette relation avec les étudiants et le rôle que les étudiants vont jouer dans l'avenir. J'ai eu l'opportunité de participer à deux réunions de la Fédération canadienne des étudiants en génie. L'un d'entre eux, c'était la compétition des étudiants et la deuxième, c'était la conférence sur la durabilité en génie. Et dans ces deux espaces, il y a énormément d'innovation, de l'innovation formidable. C'est de l'inspiration, ça inspire. Euh, et un des domaines où il va y avoir de l'innovation, ça va être à la compétition des ingénieurs canadiens. Donc, alors, à la conférence sur la durabilité en ligne, les étudiants, on leur a donné des cas à travailler et à présenter la dernière journée. Encore une fois, l'innovation qu'ils ont partagée, l'inspiration qu'ils ont partagée, l'inspiration qu'ils ont allumée en moi est formidable. Alors, j'aimerais que toutes les autres personnes, comme toutes les autres personnes sur le panel, j'ai beaucoup d'espoir, mais j'aimerais être capable d'élargir les opportunités pour pour les étudiants, les nouveaux ingénieurs, pour qu'ils soient capables de partager leurs idées, de participer à cette conversation. Parce que c'est là où les ingénieurs ont besoin d'aller. On doit être capable de réunir tout le monde pour réfléchir sur le thème du mois national du génie. Et il y a un endroit pour vous pour ça et en tant qu'ingénieurs qui sont un peu plus tard dans leur carrière, un peu plus loin dans leur carrière, nous avons besoin d'être capables de créer cet espace pour que les étudiants soient bienvenus, et que les étudiants soient capables de se sentir bienvenus pour qu'ils puissent participer à cet événement de changement de culture. Merci, Adrien. Juste pour approfondir un peu cette conversation, et c'est pour vous, Carrie, cette question est pour Griffin. Nous avons cette question
W.M. Derry qui dit le génie dans notre discipline se met dans des silos, dans les expertises. Cependant, la justice sociale et l'alphabétisation écologique demandent à ce qu'on pense de façon plus large. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les écoles et dans les environnements professionnels? Comment vous répondriez à ça? C'est une question formidable et j'apprécie vraiment cette question. Je vais souligner le travail de certains de mes collègues ici à l'Université du Manitoba, plus spécifiquement Sean Bailey, qui est entre les écoles d'architectes et de génie, et mon collègue Julien Sanning, qui travaille pour le Centre de pratique professionnelle du génie. Et avec moi, les deux ont développé un design, un cours sur la conception. Et au début du cours, ils ont travaillé depuis le début avec sur la communauté des Premières Nations. La communauté des Premières Nations ont emmené des membres de la communauté ensemble, ont donné aux étudiants de l'exposition à la communauté, on fait un dialogue et un engagement avec la communauté, un projet dans le monde réel, des mondes réels, des gens réels à travailler avec. Il va y avoir une autre instance de ce cours qui va se passer cet été. C'est difficile de faire ces choses, c'est difficile de les faire rentrer dans le curriculum du génie, c'est difficile de faire de la place dans les cellules des gens de la faculté, des ingénieurs, c'est difficile de transformer des étudiants, de transporter des étudiants dans d'autres locations. Rien de tout ça n'est facile à faire, mais il y a des opportunités de bâtir ce type d'engagement et de les inclure dans le curriculum. Il y a des choses formidables qui se passent ici et dans d'autres espaces. Alors, c'est un petit exemple. Ce n'est pas un exemple de changement systémique, mais je pense que c'est important. Griffin, comment vous répondriez à ça? Je dirais que de la même façon que quand vous créez un système informatique, vous devez mettre des contrôles dans tout aspect de votre conception. Vous ne pouvez pas avoir des systèmes de sécurité. Nous devons nous assurer, par exemple, nous devons nous protéger contre des attaques de l'extérieur, que ce soit la conservation écologique ou les effets de la conception sur le climat, ainsi que les conceptions sur la société. Nous devons faire partie, doit être enseigné dans tout le processus, de la même façon que quelque chose de plus physique. La sécurité est inclue, intégrée dans tout le processus. J'ai eu le privilège d'avoir un cours qui prenait en considération toutes ces choses, mais je pense que incorporer ça, c'est quelque chose qu'on fait à toutes les étapes, tous les systèmes, on va considérer comment ça pourrait affecter la société, comment ça pourrait affecter l'environnement. Et en général, ça doit faire partie du processus de conception. Pas quelque chose qui est ajouté, mais quelque chose qu'on prend en considération depuis le début. Lundi, est-ce que vous pouvez contribuer à ça ou j'espérais que vous alliez me demander ça? Alors, je vais utiliser un ou deux mots pour répondre à cette question. Une des façons dont je vais essayer de commencer à répondre à ces questions qui ont été amenées, c'est que nous avons besoin de commencer à décoloniser le génie. Et c'est la façon vers le. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme qu'on utilise beaucoup. Ça est devenu un mot très populaire. Mon collègue Jacob McHugh a écrit un nouveau livre qui s'appelle Décoloniser le journalisme. Et il définit ce que veut dire la décolonisation. Qu'est-ce que ça veut dire la décolonisation quand on parle de génie? Ça veut dire beaucoup de choses et on commence à arriver dans ces réunions, avec ces conversations. Nous avons besoin de déconstruire cette idéologie colonialiste de la supériorité et le privilège de la pensée occidentale. Si vous pensez au génie, nous sommes dans une boîte et cette boîte, c'est la science occidentale. Et la science occidentale est sortie de cette boîte. Alors, une des choses auxquelles les ingénieurs sont bons, c'est de créer des boîtes. Alors, créons une boîte qui est plus grande. Créons une boîte qui va inclure la connaissance du génie autochtone. Et en faisant ça, on peut commencer à répondre à ces questions. On peut commencer à briser ces silos. Et je dis ça souvent, bon, l'exemple, c'est comme un canot, par exemple. Voilà, donc c'est une chose historique qui date depuis même la colonisation. Les gens dans les prairies l'utilisent. Et toute personne autochtone, donc plus âgée, bon, peut donc fabriquer un canot. Et c'est donc une chose qu'on peut faire avec le canot qui peut nous amener d'un océan à l'autre.
Eh bien, la personne qui a fabriqué cela, c'était un ingénieur. Mais si on examine les canaux traditionnels, bon, on sait que c'était des artistes aussi. Alors, ces deux choses peuvent coexister. Il était aussi dans la chimie. Bon, la personne pouvait tout faire. Alors, pour l'avenir dans le génie, il faut penser à ce modèle encore une fois. Alors, faisons preuve de créativité, faisons preuve de diversité. Alors, tous ces groupes différents de gens doivent pouvoir avoir voix au chapitre. Le génie doit absolument changer. Et bon, je vais peut-être susciter un peu d'énergie. Bon, on ne peut pas continuer à être donc un groupe pour des hommes blancs privilégiés. Non, il faut changer les choses dans le génie. Jeannette, vous avez la main levée et John, je sais que vous hochez de la tête. Alors, Jeannette, commençons avec vous. Vous voulez y répondre? Oui, merci beaucoup, Adrian. Alors, j'ai juste utilisé l'analogie de Randy, de cette boîte plus grande, et commençons à partir de là. Et plus précisément, je vais partager un petit peu avec ce qui se passe dans l'équité, diversité et inclusion et ce qui s'est passé par le passé. Alors, par le passé, nos collègues du génie ont tenté de s'attaquer à ces défis de diversité et inclusion. Donc, ils se sont tournés vers eux-mêmes, vers les autres ingénieurs et les entreprises de génie. Et ils se sont tournés vers leurs leaders, qui étaient des ingénieurs. Et ce que nous avons repéré, ce que les autres ont repéré, c'était c'était ce que nous appelons donc faire plus dans le STEAM. C'est un projet de la Colombie-Britannique qui comprend les organisations de par le pays. Et ce que nous avons repéré, c'est que s'il est nécessaire de arriver à un changement et d'inclure d'autres de l'extérieur du génie, des psychologues, des sociologues, ceux qui savent beaucoup sur le changement. À titre d'exemple, avec la connaissance qui existe dans le secteur du génie, bon, cette partie de changement de culture ne va pas pouvoir se faire. Alors, cette boîte qui est plus grande, pour utiliser l'analogie de Randy, doit comprendre non seulement les ingénieurs, mais aussi les gens de plein de professions. Là, je parle de l'équité, diversité et inclusion, mais cette analogie, c'est une analogie donc pour avoir des villes durables. C'est aussi, il s'agit de se connecter avec ceux qui sont dans les régions rurales, gens qui sont dans le nord, aussi les gens qui sont dans plusieurs espaces et situations. Merci, Adrian. John, vous avez un commentaire? Écoutez, il y a beaucoup ici à aborder. Eh bien, nous, on a beaucoup fait en tant qu'industrie pour être multidisciplinaire. Auparavant, bon, on avait des cabinets qui étaient précis, bon, les architectes ici, les ingénieurs ici. Et là, on a des équipes intégrées, même s'ils ne font pas partie de cette même structure. Bon, et comme ça, on a de meilleurs résultats. Si on comprenait ce que l'architecte faisait, on aura donc un meilleur résultat. Si on écoute aux scientifiques, il y aura donc moins d'impact néfaste sur l'environnement. Alors, nous avons fait cela pour avoir de meilleures solutions. On ne veut pas dire qu'il y a un point de vue qui est pas bon. C'est juste qu'on veut tirer profit de l'impact cumulatif. Alors là où on commence à comprendre les choses, c'est du côté culturel, côté de genre. Ce sont d'autres points de vue très importants. Nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Alors c'est pour ça qu'il faut avoir des alliés, il faut épouser ces autres idées. Il ne faut pas être sur la défensive. Privilège, ça veut dire que, bon, on reconnaît qu'on avait un point de départ différent comparé aux autres. Alors, nous devons donc accepter cela. Il faut l'utiliser et il faut le prendre comme opportunité de faire des choses mieux dans le génie. Alors, retournons à ce que j'ai dit avant. Nous n'existons pas pour nous-mêmes. Bon, que ce soit un pont ou un réacteur ou autre chose. Nous ne faisons pas ça pour rien. On fait ça pour les avantages économiques, sociaux. Et on peut mieux faire les choses si on comprend tout cela. Et comment comprendre? C'est d'inclure les gens avec les bons points de vue. Et on commence finalement à le faire. Il y a deux défis devant nous, c'est de surmonter non seulement la perception de cette inertie culturelle, mais l'inertie qui existe. Il y a des gens qui sont là-dedans. Et une fois qu'on est dans la manœuvre en tant que l'industrie, et les autres employeurs, parce que nous ne travaillons pas tous pour des entreprises de génie. Ces gens travaillent dans tout un éventail d'environnements. Et donc, il faut créer des environnements où les gens se sentent accueillis, entendus, où ils sont sécuritaires. Et c'est pas facile parce qu'il y a plein de lieux de travail. Mais le résultat, donc, est important.
Alors, John, bah, ça, c'est un bon suivi pour cette prochaine question que je voulais poser. Alors, il y a eu beaucoup d'attention récemment sur la cérémonie de l'anneau de fer. Et manifestement, bon, ça, c'est un anneau qui est porté de plusieurs ingénieurs formés au Canada comme symbole, un rappel de l'obligation et des éthiques associées à leur profession. Et l'anneau est donné aux étudiants en génie en cérémonie privée connue sous le nom de rituel de l'appel d'un ingénieur. Et beaucoup pensent que cette cérémonie, ici, maintenant, en 2023, est une chose qui est dépassée. Carrie, j'ai une question pour vous. Alors, quels sont les problèmes avec cette cérémonie actuelle et pourquoi est-ce que ça importe si nous continuons avec cette tradition de la cérémonie ou si on la change? Merci pour la question, Adrienne. Et merci beaucoup à Ingénieur Canada de m'avoir invité aujourd'hui pour parler au nom de notre groupe. Bon, le groupe de l'anneau, donc c'est un petit groupe informel, groupe ad hoc qui s'est formé l'été passé. On est des étudiants, des diplômés récents, des éducateurs comme moi-même, des ingénieurs. Mais il y a très peu d'entre nous. Nous avons tous nos travaux au quotidien. Et notre objectif là, c'est de rassembler des voix qui parlent de cette cérémonie de l'anneau de fer depuis longtemps. Et on vous veut essayer de faire valoir ces voix. Alors, j'apprécie cette plateforme pour le faire. Alors, pour répondre à la question, j'ai beaucoup à dire là-dessus. Alors, je vais essayer de donc raccourcir cela et peut-être rebondir plus tard là-dessus. Alors, la première chose, la raison pour laquelle la cérémonie doit changer, c'est parce que ça ne respecte pas un des objectifs attendus. Oui, la cérémonie est censée donc parler de l'éthique du domaine. Bon, moi, j'ai quelques réserves avec ça, mais l'autre objectif, c'est d'accueillir les nouveaux ingénieurs dans la communauté et dans la profession. On sait que ça ne le fait pas de façon efficace. Alors, une chose qui s'est fait depuis qu'on a formé le groupe, c'est que j'ai entendu beaucoup parler des membres du groupe et des gens de l'extérieur qui ont partagé leur récit avec nous sur leurs propres expériences avec cette cérémonie de l'anneau de fer. Bon, le récit sont sur question de malaise. Il y avait un membre de faculté qui s'est présenté à plusieurs cérémonies, parle bon, des chuchotages qu'on entend après la cérémonie. Bon, ces gens qui disent, bon, ça c'était très bizarre, ben, pourquoi avons-nous fait ça? On dirait que c'est un culte. Bon, il y a beaucoup de ça. Et ça, c'est pas une façon idéale de accueillir les gens dans la profession, d'avoir bon, cette impression qu'il y a des choses étaient faites de façon bizarre. Il y a aussi un aspect plus sérieux. Les gens se sentent mal à l'aise un petit peu. Et il y a plein de gens aussi qui se sentent bon, séparés de cette cérémonie, des valeurs qui sont soulignées dans les cérémonies. Ces gens ne veulent pas participer ou participent et sont donc, bon, ils ont des problèmes ensuite. Alors, là, il s'agit des ingénieurs qui sont autochtones, bispirituels, etc. Toutes sortes de gens qui ont des expériences négatives avec cette cérémonie. Et dans certains cas, ces ingénieurs, après la cérémonie ou juste avant la cérémonie, ont contacté bon, les entreprises pour essayer d'apporter des changements. Ce que nous avons entendu parler, c'est que, bon, leurs efforts ont été rencontrés avec une résistance à cause de la tradition. Eh bien, je voulais juste parler un petit peu de cette tradition, de ce que vous avez dit au début de la conversation, Adrienne, sur bon, la compréhension du passé, parce qu'il est important de se rendre compte que, bon, qu'il y a cette malaise et tout ça. C'était donc enraciné dans la cérémonie même. La cérémonie date depuis les 1920, un événement fondateur qui a mené à la création de la cérémonie. C'était un discours que Herbert Edward Tarek, un ingénieur, professeur à l'Université de Toronto, a prononcé en 1922 à l'Institut des ingénieurs du Canada. Il avait parlé à un grand public d'hommes et de femmes. C'était inhabituel parce qu'en général, les femmes étaient exclues de ces événements à l'Institut des ingénieurs du Canada. Mais à l'exception, bon, ça, pour cette séance, il y avait une exception. Alors, il a fait appel aux femmes du grand groupe pour aider les hommes ingénieurs à identifier ce qu'il appelait donc cet esprit de tribu. Bon, bon, on sait que c'est pas toute une tribu, bon, le génie. Bon, il a utilisé ce langage, il a parlé aux femmes du public et de les positionner non comme ingénieurs, mais comme ces gens qui sont donc euh, là pour aider les hommes dans la profession, pour qu'ils puissent trouver leurs esprits, leur âme, pour que les hommes puissent se réunir comme communauté. Mais ensuite, il a lancé un comité et par conséquent, donc ils ont contacté Redling Kipling
écrivain britannique pour qu'il puisse aider dans la cérémonie. Aujourd'hui, quand les étudiants ou les ingénieurs se préparent à cette cérémonie, oui, on reçoit un petit peu de cette histoire, l'histoire de Haultain, de ce groupe qui a été rassemblé. On parle de vouloir donc rassembler les ingénieurs comme communauté. Ensuite, on entend l'histoire de Robert Kitten en disant qu'il était un poète, un écrivain formidable. C'était un gens qui se souciait des ingénieurs. On dit que c'était euh, un lauréat. Mais bon, parle du rôle de Kipling du colonialisme et l'impérialisme. Alors, 20 ans après, bon, Haultain a demandé à Kipling de demander, et ensuite il y avait ce poète, White Man's Burden, et cela décrit, bon, le fardeau ou le travail nécessaire des gens blancs de civiliser le reste du monde. Et bon, de dire que les Autochtones sont moitié enfants, moitié diable. Il a dit qu'il faut encourager les États-Unis à avoir une guerre dans les Philippines et avait des points de vue qui étaient extraordinaires même pour son temps. Alors Kipling a été donc fait l'objet de critiques de plusieurs écrivains. Alors, le point important ici, c'est de dire que non seulement que Haultain et Kipling avaient des valeurs que croyons donc sont affreux aujourd'hui, mais tout cela est enraciné dans la cérémonie même. On comprend bon, des lectures de textes judéo-chrétiens. Il y a des mots qui ont été enlevés, mais il y a des mots qui sont toujours là. Et ça va même plus profond que ça. Il s'agit de l'atmosphère de la cérémonie. Bon, c'était comme, bon, presque maçonnique. Bon, on parle de chaîne dans cette et du fait que c'est exclusif. Alors, tout cela, c'était bien enraciné dans la cérémonie. Kerry, est-ce qu'on pourrait peut-être préserver quelque chose? Est-ce que ça vaut la peine de peut-être garder quelque chose dans la cérémonie? Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, ces traditions peuvent être problématiques, oui, mais à la base, il y a des aspects de la cérémonie qu'on pourrait peut-être retenir et qui pourraient nous aider à informer la façon dont les ingénieurs rentrent dans la profession. Absolument. Alors, pourrait-on peut-être donc réformer un élément? Bon, cette idée de rituel, tout ça, c'est important. Le symbolisme de l'anneau de fer est important. Oui, l'idée d'avoir quelque chose, d'accueillir les gens à une communauté, ça, c'est magnifique. L'affirmation même de l'éthique des ingénieurs, la responsabilité, tout ça, c'est important. Et c'est une bonne façon d'accueillir les diplômés et accueillir les gens, les nouveaux arrivés au Canada. Mais le problème avec la cérémonie, c'est ce qui va au-delà, bon, ce que les gens ressentent. Et il s'agit d'un éthique qui est désuet. Alors, l'obligation que moi j'ai acceptée quand j'ai participé à la cérémonie, ça définit de bonnes pratiques de génie. Alors, on parle de donc ne pas échouer avec le matériel, il faut faire preuve d'humilité, de faire preuve de respect et d'être loyal aux autres collègues. Bon, ces questions de loyauté, bon, c'était peut-être moins important, mais ce sont tous des choses importantes. J'aimerais bien pouvoir avoir ces trois choses reflétées dans une cérémonie modernisée. Mais ce qu'il n'y a pas, donc, il n'y a pas une image complète. Bon, ça, c'est pas donc exactement tout de la responsabilité. Nous avons des codes d'éthique maintenant qui mettent en exergue la sécurité du public et le bien-être du public. Le public ne fait pas partie de cette cérémonie dans sa forme actuelle. On ne parle pas de la tendance de l'environnement, par exemple. Alors, beaucoup de cette motivation de la cérémonie donc, sont importants. Le symbolisme de l'anneau, c'est magnifique. Il y a beaucoup de parties que j'aimerais pouvoir maintenir, mais le temps, bon, la façon dont on fait les choses, ça, c'est problématique. John Campbell, votre réponse. Est-ce que la cérémonie devrait être retenue? Bon, écoutez, nous n'avons pas euh, certains aspects maintenant. Il faut examiner l'histoire. Bon, oui, je sais que l'anneau de fer, cette métaphore formidable que, bon, disant que on est important comme groupe. Bon, il faut dire que l'anneau de fer, c'est la seule chose que je possède toujours maintenant de l'université, quelque chose qui me va bien. Alors, il faut avoir donc l'image complète de cela. Je suis d'accord qu'on ne veut pas donc jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il faut que ça soit inclusif, il faut que ça soit donc pertinent à aujourd'hui. En parlant de cette question de multidisciplinaire et d'être tourné sur nous-mêmes. Ça, c'est pas une chose qui est à une force
Ben là, parce que nous devons pouvoir comprendre les points de vue et de contacter les autres pour apporter des résultats holistiques et pour résoudre les problèmes dont on fait référence dans la cérémonie, mais pour avoir de meilleurs résultats dans la société. Ça, c'est une partie qui n'est pas là. Alors, il y a, oui, des aspects qu'on peut préserver. On peut parler de toute l'histoire et on peut l'utiliser comme point d'enseignement. Mais, comme nous le savons tous, des écrans sont pleins de bouées, pardon. Et on sait que peut-être, je vais dire que oui, j'accepte que c'était une cérémonie bizarre. Est-ce que cette cérémonie de l'anneau de fer doit être mise de côté complètement ou est-ce qu'on peut réformer la cérémonie? Alors, pour les étudiants d'aujourd'hui, bon, la cérémonie de l'anneau de fer, c'est une question brûlante parce que les étudiants, surtout, nous n'avons pas de vision de ce qui s'est passé, ce qui se passe là, et ça, c'est en partie le problème. Il y a des gens qui veulent améliorer les choses et d'autres qui ne veulent rien faire. Mais quand on rentre là dans nos études, bah oui, il y a notre cérémonie de diplomation, mais on devient ingénieur quand on rentre là dans la cérémonie de l'anneau de fer. Ça, on voit ça comme la fin de notre chemin d'études. Alors, il y a beaucoup d'importance émotionnelle pour plusieurs étudiants en génie. Moi aussi, on ne connaît très peu de la cérémonie. On dit que c'est une chose incroyable qui va se faire et bon, en fait, c'est une chose qu'on nous dit qui va vous rassembler dans la communauté plus large. Et il y a beaucoup d'émotions aussi rattachées à cette cérémonie. Mais le défi, c'est que la cérémonie n'appelle pas tout le monde. On fait appel aux gens qui ressemblent à moi. Et ça, c'est un problème. Parce que la plupart de mes collègues ne ressemblent pas à moi. Et le fait qu'on ne fait pas appel à ces gens de devenir ingénieurs et d'être appelés, ça, c'est un problème. Et ça, donc, éloigne les gens de leur communauté au moment de là où cette personne même s'est dit que c'est là quand on devrait être donc inclus dans la communauté. Et ça, c'est un problème important. Bon, oui, on pourrait tout changer, on pourrait tout jeter, mais il y a plein d'étudiants qui sont rattachés à la cérémonie. Alors, il y a une valeur d'essayer de retenir les aspects positifs de la cérémonie pour rassembler les gens dans cette communauté, pourvu que nous puissions donc inclure tout le monde de la communauté. Jeannette, comment est-ce que vous décrirez votre relation avec la cérémonie de l'anneau de fer? Et est-ce que vous croyez qu'il y a un avenir pour la cérémonie? Oui, je vois un avenir pour la cérémonie. Tout comme Carrie, John Griffin ont dit, moi, je me rappelle la cérémonie de l'anneau de fer, tout comme John et Carrie rappellent. Bon, pour moi, c'était un des événements clés. Probablement l'événement clé pour les étudiants en premier cycle. Donc, ils attendaient avec impatience tout au long de leurs études. Et pour plusieurs étudiants en génie, c'était important, même plus important que leur diplomation. Alors, il y a plein de bons aspects qui pourraient être retenus de la cérémonie, mais je crois également qu'il y a des aspects clés, des points fondateurs qui doivent être changés, comme Kerry, John et Griffin a dit. Merci. Randy, pour vous, quel est l'avenir pour cette cérémonie de l'anneau de fer? Bon, écoutez, absolument, il y a un avenir. Il n'y a personne ici sur le panel ou même au-delà de ce panel qui veut donc tout jeter à la cérémonie. Nous voulons pouvoir continuer avec la cérémonie. C'est juste que nous voulons avoir un changement inclusif. Et c'est différent de ce qu'on suggère. Oui, on peut apporter des réformes. Mais ce n'est même pas difficile de le faire. On fait face maintenant dans cette réformation ou cette réformation proposée de la cérémonie. C'est ce que Bon, il y a des gens qui disent, bon, il faut continuer à cause de la tradition. Avec le temps, il y a eu beaucoup de traditions et on s'est rendu compte maintenant que la tradition n'était pas une bonne chose ou pas appropriée et nous avons apporté des changements dans le génie. Bon, il faut changer des choses. En tant qu'ingénieur dans nos carrières, c'est justement ce que nous faisons. On fabrique des objets, on change l'environnement, on change des choses pour que les choses soient mieux. Pourquoi ne pouvons-nous pas changer cette cérémonie? Ça date depuis plus de 100 ans déjà. Alors, Randy, pourquoi ne pas préciser les choses? Alors, qu'est-ce que vous suggérez comme changement? Eh bien, j'enlèverai, et ça c'est moi, je dis ça personnellement, et moi je suis différent, je ne parle pas au nom d'un groupe, non. Moi, j'enlèverai premièrement
toutes les références mâles. Deuxième chose, j'enlèverai toutes les références chrétiennes. Pourquoi les références chrétiennes? Bon, parce que moi, je me suis présenté aux 18 dernières cérémonies de l'anneau de fer. Et tout le monde est chrétien là. Et je vous parie que la plupart d'entre eux ne sont pas chrétiens. Alors là, il s'agit de 20 ou 30 personnes du groupe qui n'est pas chrétien. Moi, j'ai vu des gens de religions différentes qui se sont bien enracinés dans leur religion et qui ont quitté la salle parce que ces gens ne peuvent pas faire la déclaration qu'on s'attend à avoir. Alors, ça, c'est pas bon. Si le Canada croit sincèrement qu'on fait partie d'une société multiculturelle, nous devons donc faire ce qu'on dit. Alors, bon, on ne fait pas ça avec la cérémonie de l'anneau de fer. Alors, voilà ce que nous devons examiner. Et ça, c'est bon, mais mon opinion personnelle. Moi, je ne parle pas au nom d'un groupe. Je sais qu'il y a plusieurs étudiants qui se sont sentis exclus. Et ça date depuis même de 15 ans, quand ces gens ont passé dans la cérémonie et ils se sont plaints vers moi de cette nature de colonisation de la cérémonie. Je leur ai encouragé d'écrire des lettres au directeur. Bon, à l'époque, on n'avait pas répondu ou on avait oublié que ces lettres ont été écrites. Alors, peut-être vous voulez donc avoir le dernier mot là-dessus, vos réflexions, Kerry. Alors, j'aimerais reconnaître que la Corporation des Seven Wardens, c'est l'organisation qui contrôle la cérémonie de l'anneau de fer, s'est engagée à apporter un changement et je suis contente d'entendre cela. Moi, je m'inquiète, j'espère au moins que le processus d'arriver à ce changement soit inclusif et j'espère que les résultats seront significatifs. Et je crois qu'il y a une bonne chance que ça va se faire et je suis épaté de ce processus. Alors, je veux reconnaître le travail que ces directeurs sont en train de faire. Les problèmes avec la cérémonie vont au-delà même des paroles. Il y a eu déjà des efforts pour apporter des changements. Bon, les pronoms masculins pour que ça soit plus inclusif et d'enlever des références spécifiques à mon créateur et de remplacer cela avec autre chose. Mais les problèmes vont même au-delà de cela. Bon, on ne devrait pas, on ne peut pas commencer un événement avec une reconnaissance territoriale, ensuite d'utiliser des mots de quelqu'un qui était un colonisateur de l'Empire britannique. Alors, je crois sincèrement dans cette importance, signification qui se trouve dans la cérémonie. Il est important pour que cela soit réécrit et reconçu avec une participation des gens qui ont été exclus par la cérémonie actuelle et des gens qui sont de l'extérieur du génie, des gens qui ont leur propre relation avec les produits du travail des ingénieurs. OK, alors je vais passer à la prochaine question. Alors, merci beaucoup pour cette conversation vigoureuse sur la cérémonie de l'anneau de fer. Alors, la recherche au cours des 5 dernières années a confirmé que de nombreux lieux de travail d'ingénierie ne sont pas accueillants et dans certains cas, ne sont pas sûrs pour les femmes ingénieurs. Il y a toujours des cultures d'exclusion qui continuent d'exister, ce qui fait qu'il est difficile pour les femmes et les groupes marginalisés de s'épanouir dans la profession et que beaucoup choisissent ensuite de la quitter. John Gamble. Quelle est l'Association des sociétés d'ingénieurs sous Conseil du Canada? Quelle est la position sur des cultures au travail équitable? Et qu'est-ce que vous entendez parler de vos membres par rapport aux opportunités et des défis qui nous mènent à avoir un changement nécessaire auprès des employeurs? Bonne question. Je vais juste dire que les ingénieurs travaillent dans plusieurs environnements et dans plusieurs situations et secteurs. Alors, il n'y a pas donc une solution à guichet unique. Alors, il y a des groupes qui sont plus progressistes et d'autres moins. Eh bien, pour ce qui est de notre travail dans le secteur, je crois qu'il y a absolument une connaissance. Il y a aussi une question d'humilité. Bon, on ne connaît pas toutes les réponses. Nous, on se trouve en plein milieu d'un travail important pour même comprendre. Comme ça, on peut prendre des décisions éclairées. Bon, ce n'est pas un secret que l'inertie culturelle des gens, des leaders, sont, bon, écoutez, ces gens sont des hommes blancs. Et il y a au moins une connaissance de voir les choses de leur propre point de vue ne va pas régler les problèmes. Eh bien, on a contacté des membres, on a contacté non seulement les ingénieurs dans les cabinets, mais les gens qui sont à la première ligne, les gens de ressources humaines, par exemple.
on a contacté directement à parler à la Fédération canadienne étudiante de génie. On a interviewé les femmes qui ont quitté l'industrie parce que ça nous montre beaucoup. Et ce qu'on entend haut et fort, c'est que nous devons premièrement reconnaître que nous n'avons pas fait un bon travail historiquement. Et il faut être ouvert à écouter les points de vue des autres. Mais pour ce faire, il faut s'entourer de ces gens. Il faut l'être pour le connaître. Comme plusieurs ingénieurs. Je croyais que j'étais objectif et complètement. Bon, oui, j'étais quelqu'un de qualifié, bon, et tout ça. Mais c'est juste quand on reconnaît que tout cela a été donc conçu par un environnement spécifique. Bon, je ne dis pas que les critères ne sont pas pertinents, mais écoute, ce n'est pas complet. Alors, si on croit que les organisations peuvent mieux prendre des décisions et auront des meilleurs résultats, feront preuve de créativité et seront des meilleurs lieux là où on pourrait travailler, eh bien, cette diversité, donc, n'est pas un point. Bon, c'est une qualification. Pourquoi ne pas chercher? Alors, si je veux un planificateur de terrain, bon, j'en cherche. Si je veux un ingénieur donc structurel pour un élément d'un projet, je trouve la personne. Pourquoi est-ce que nous ne faisons pas cela avec les points de vue de la société, ces points de vue qui sont tellement importants pour arriver à cet objectif? Une chose qu'on trouve, bon, j'en ai parlé déjà avant, c'est qu'il y a cette idée que nous devons faire concurrence avec les autres domaines. Bon, qu'on doit souffrir plus pour faire le travail, mais pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir des gens épuisés qui prennent des décisions? Et ça, c'est une question très compliquée parce que le nombre d'heures qu'on travaille sur un projet n'a pas de corrélation à à la société, bon, et même pas de corrélation risque. Alors, il faut trouver de meilleures façons de comment on va valoriser nos services. Il faut avoir des environnements qui nous permettent à faire preuve de souplesse. Il faut tirer les leçons de cette pandémie-là. Et on trouve qu'il y a plein de gens qui font du meilleur travail parce que les gens vont pouvoir récupérer leurs enfants à la fin de la journée. Il faut avoir plus de discussions sur, par exemple, les congés des parents et non seulement de temps libre pour se concentrer sur la famille. On veut que les gens soient engagés au cabinet tout en pouvoir donc avoir une vie. Alors, il faut avoir des politiques là, hein. Nous avons l'occasion importante ici. Ce que nous n'avons pas fait par le passé en tant qu'imagination, bon, il faut le faire maintenant. Et on a donc vu plein de choses au cours de la pandémie. Bon, on sait qu'il y a trop de travail, c'est radical, mais alors ne ratons pas cette opportunité. Il y a des opportunités pour faire preuve d'inclusivité. Euh, Nous, en tant qu'association, ce que nous essayons de faire, c'est de voir ce à quoi cela aura l'air. Comment pouvons-nous être une ressource pour les membres? Vous avez parlé de grands cabinets, petits cabinets. Comment aidons-nous ces groupes? Bon, je ne veux pas dire que nous avons fait quelque chose de mal, mais notre prise de décision, je dirais que n'a pas été complète. John, je voulais juste vous poser une question de suivi, ensuite demander à les autres panélistes cette même question. Là, il s'agit de Alexandre Lafortune. Alexandre dit, comment est-ce que la culture du génie peut être changée pour mettre l'exergue sur l'empathie, pour s'assurer qu'il y ait plus de gens qui se sentent accueillis? Alors, concrètement, qu'est-ce que les lieux de travail peuvent faire pour s'assurer que l'empathie est une chose qui est trouvée partout là, dans le lieu de travail? Bon, tout commence avec l'ouverture. Bon, la tradition, c'est une bonne chose, ce n'est pas une mauvaise chose de rebondir sur la tradition, mais il faut reconnaître que la façon dont on a fait les choses par le passé, ce n'est pas forcément la bonne façon de le faire. La façon dont on a formé les ingénieurs par le passé, peut-être n'est pas la bonne façon. Bon, ce que nous avons fait dans les années 1920 et ces poèmes, peut-être, ne sont pas les bons poèmes pour aujourd'hui ou pour l'avenir. Alors, ça, c'est la première partie. Il faut comprendre euh, nos erreurs et il faut voir, on ne veut pas prendre des décisions sans toutes les données. Alors, il faut apporter des changements structurels. Alors, je pense que là, on peut faire des choses utiles pour nos membres. C'est plutôt que qu'ils soient sur ce chemin ou disons où je commence, peut-être qu'on devrait commencer à synthétiser certaines des meilleures pratiques et donner des outils et les partager
à travers l'industrie. Et nous ne sommes pas la seule profession qui a un problème avec ça. Qu'est-ce que font les autres professions? Les ingénieurs ne dirigent pas le monde. J'aimerais pas être dans un monde sans ingénieurs. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent apprendre de notre profession, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre des autres également. Alors, je pense qu'il faut se demander quels sont les outils, quelles sont les meilleures pratiques qu'on peut réunir, quelles sont les informations qu'on peut partager. Et après ça, on espère faire une différence que les gens vont réaliser de même parce que c'est la bonne chose à faire. Griffin, vous avez levé la main. Alors, sur ce sujet très spécifiquement, sur l'empathie dans notre organisation, chez mon prédécesseur, l'ancien président de la FCG, a amené beaucoup d'empathie à notre organisation et d'une façon très déterminée, très délibérée. Et je l'admire pour ça. Je pense qu'on peut partager quelques leçons de notre organisation que peut-être d'autres structures ou organisations peuvent utiliser. Alors, nous avons beaucoup de mouvements. C'est voulu. Toutes les années, 99% de notre équipe change et une nouvelle personne arrive. Alors, c'est un extrême, mais nous voyons dans le monde des affaires que pour être capable de faire évoluer votre propre carrière, les gens doivent changer de rôle plus souvent qu'ils devaient le faire dans le siècle précédent et reconnaître qu'il y a ce mouvement d'employés dans votre organisation et prendre ça comme une opportunité de faire des changements culturels. Quand les gens rejoignent les organisations, ils ne connaissent pas votre culture, ils n'ont jamais fait l'expérience de cette culture et utiliser ce mouvement euh, pour dire aux gens quelles sont votre culture, quelle est votre culture, et dire aux gens, voilà la culture dans laquelle on travaille, alors qu'ils vous rejoignent. Si vous engagez 5% de votre organisation, c'est 5% de personnes qui vont maintenant être complètement, qui vont partager ces nouvelles valeurs. Il faut mettre ça de l'avant. Et je pense qu'il faut être très clair avec ça. Quelquefois, quand les conversations ne passent bien dans notre organisation, il faut regarder la personne qui peut-être commencer à être un peu plus, à en faire un peu trop et leur demander comment est-ce qu'ils communiquent avec tout le monde. Je n'ai jamais vu personne s'arrêter et dire, s'auto-évaluer quand on leur demande s'ils sont gentils avec les autres. Est-ce que vous êtes gentil dans la discussion, dans l'argument que vous avez, dans la discussion que vous avez? Est-ce que vous utilisez la gentillesse? Je ne sais pas comment faire ça. Je ne suis pas aussi bon qu'elle. C'est une personne formidable. Mais c'était tellement efficace de voir ça en action. Et peut-être que ces leçons peuvent être retirées que nous avons appris spécifiquement sur cet objectif. Et Kerry, les femmes ingénieures, de quoi elles ont besoin de ces employeurs? Pour se sentir comme quoi elles ont une place dans le monde du travail, dans le lieu de travail, et d'avoir un sentiment d'appartenance. Wow! C'est toute une question. Vous savez, quand j'étais étudiante, il n'y avait pas beaucoup d'autres femmes. J'étais spécialisé dans l'aérospatial et le génie. Et je me souviens, j'étais dans une de mes classes un jour. Je ne me souviens pas comment on a parlé de ce sujet. C'était pas un cours sur ce sujet, mais le professeur m'a regardé parce que j'étais une des seules femmes qui était dans la salle ce jour-là. Elle m'a dit, pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'ingénieurs qui sont des femmes? Je pense que c'est quelque chose dont on a besoin, comme toutes les populations minoritaires dans les mondes du génie, c'est de ne pas avoir le fardeau du changement sur nos épaules tout le temps. Je pense que j'étais très intéressé dans ce que vous disiez, Griffin, le potentiel de communication auquel on a tendance à penser comme une espèce de connaissance féminisée, une connaissance féminisée, une action féminisée pour vous parler en termes de gentillesse. C'est très important pour les hommes d'avoir de l'empathie sur ces choses, sur ce type d'aptitude dans le génie. Je pense que ce serait mon point de départ en tout cas. Et je voulais, sur un autre sujet, je voulais parler de quelque chose auquel John faisait allusion, c'est la connexion entre l'empathie et d'ouvrir d'autres, ouvrir l'esprit sur le génie. Et ça me rappelle à mon expérience dans l'industrie du génie. J'ai passé à peu près un an dans ma carrière dans le génie à conceptualiser, reconceptualiser un U qui était sur un avion et je travaillais avec cet élément tout le temps. J'ai vu un modèle informatique de la pièce. J'étais dans une autre ville, à plusieurs centaines de kilomètres. Je n'avais pas vraiment d'exposition. Je ne savais pas à quoi ressemblait cette pièce. Je n'avais que le modèle sur mon écran.
Alors, je pense que couvrir notre champ de vision sur le travail qu'on fait, c'est crucial. Et ça peut se passer de petite façon. Peut-être qu'un directeur de projet doit s'assurer que leurs membres, les membres de son équipe sont au courant du contexte plus large au niveau technique du travail qu'ils font. Ça peut se passer de façon plus dramatique, avec plus d'impact, en particulier quand les ingénieurs travaillent sur des projets où ils ont besoin de faire de l'engagement direct avec les communautés. John, je vais revenir sur vous, mais je voulais te poser cette question à Janet parce que Terry disait que le fardeau du changement, de faire des changements, ne devrait pas être mis sur les épaules des femmes quand on parle de changer la culture du génie. Qu'est-ce que vous dites les femmes ingénieurs sur leurs besoins? De quoi ils ont besoin pour qu'est-ce qu'ils ont besoin quoi, pour se sentir qu'ils appartiennent dans les milieux de travail du génie? Quel est le type de lieu de travail de vos rêves? Alors d'abord, je vais commencer en disant que, comme beaucoup de femmes ingénieurs, en plus des femmes qui identifient que les ingénieurs sont sous-représentés, je suis d'accord avec Carrie que le fardeau du changement ne devrait pas être sur ses épaules. Le fardeau de l'éducation ne devrait pas être placé sur ses épaules. J'ai mentionné un peu plus tôt que nous travaillons avec un consortium de recherche et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris en considération, ils ont examiné les différents stages de carrière. Et une carrière qui va de l'âge de la garderie jusqu'au début de votre carrière en regardant quels sont les obstacles clés qui retient les femmes ingénieures à vraiment participer à la profession, même à choisir cette profession. Et, dans les institutions d'éducation, les universités, le collège, l'éducation supérieure et au niveau de la carrière, c'est une culture qui n'est pas accueillante. Il y a un milieu de travail qui n'est pas accueillant. Alors, je dirais que toute personne qui est sous-représentée dans une communauté va avoir une culture accueillante. Et cependant, les leviers pour cette culture ne sont pas nécessairement dans la main de ces individus. Je reviens à ce que Carrie et moi-même disions sur le fardeau ne peut pas être mis sur les femmes, sur les épaules de ces individus. Les boutons, les leviers, c'est les leaders de l'organisation qui font ça. Les différents leviers, c'est ceux qui sont en pouvoir, qui sont en contrôle. Et cet engagement doit venir des leaders et de ceux qui sont au pouvoir pour faire le changement. Ingénieur Canada a travaillé avec un certain nombre d'organisations dans ce domaine et nous avons développé des directives pour les employeurs qui sont sur notre site Internet. Nous avons montré le point dans le abordage. Et le premier point, ça parle de l'importance du leadership. Si les leaders ne sont pas dévoués à apporter du changement et c'est les leaders ne n'utilisent pas le pouvoir qu'ils ont pour faire du changement, alors il n'y a pas grand-chose que ce soit d'autre peut faire. Je vais conclure en remercier, en disant Sharon McHugh, qui c'était la prédécesseuse la, Griffin dans le FCEG et elle a partagé beaucoup de choses sur le leadership empathique. Andy, je vais passer à vous et après ça va être à John. J'aimerais avoir votre perspective là-dessus. Encore une fois, je vais ramener ça avec quelques mots. Je pense qu'on va voir des changements dans la profession quand on essaye de activement décoloniser et diversifier activement la profession. C'est là où on va avoir des changements. Et j'ai de l'espoir parce que je vois les générations d'étudiants qui arrivent après nous et ils sont bien meilleurs qu'on l'a été. Trop rentrer dans les détails, mais c'est absolument ce que nous avons besoin de faire. Nous avons besoin de diversifier et de décoloniser ensemble. J'allais répondre à Carrie, mais je pense qu'il y a une métaphore là, pour ce dont Jeannette parlait. Mais vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, donc vous avez besoin d'un esprit ouvert. C'est une qualité d'ingénieur de juste dire je peux toujours faire la même chose, c'est pas du bon génie. Un manque d'imagination, c'est pas du bon génie. Une courbe concrète est formidable pour les surfaces. Et si vous faites ça depuis 100 ans, ça marche, c'est formidable. Mais vous savez pourquoi ça ne marche pas? Quelqu'un qui a des problèmes d'accessibilité. Et peut-être que ça ne vous est pas venu à l'esprit. Ce n'est pas parce que quelqu'un est inférieur ou parce qu'ils sont insensibles. Si vous n'avez pas essayé
de passer à travers, de monter sur un trottoir avec une chaise roulante, ça ne vous vient pas à l'esprit. C'est pour ça qu'on a cette pensée diverse. Des choses simples qu'on peut faire, des choses meilleures qu'on peut faire. Et il faut commencer avec le leadership, mais même sur le plan du leadership, même pas seulement la conception, les leaders ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des discussions comme ça. C'est là où Janet me met toujours au défi et Griffin également me met au défi toujours. Et nous avons besoin de ces discussions adultes et nous devons être meilleurs en tant que profession. Nous avons besoin de meilleurs résultats et nous voulons tous vivre dans de meilleures communautés. Une autre question au niveau proverbial, Claudie Gomez-Villeneuve dit que les projets, les ingénieurs gèrent des projets basés sur des cibles. Les cibles nous permettent de surveiller le succès, de se concentrer sur les résultats finaux. Le génie pourrait utiliser des cibles pour se pencher sur l'EDI. Par exemple, le nombre de femmes, il y a à peu près 20% qui sont diplômées dans les écoles du génie depuis plus de 2 décennies. Et les compagnies qui engagent les ingénieurs n'utilisent pas ces 20% comme une cible pour promouvoir les femmes dans le génie aux positions de leadership. Comment la société peut encourager ces compagnies à utiliser ces cibles minimum? Alors, encore une fois, les ingénieurs n'aiment pas connaissent les matrices. Il y a différents endroits où travaillent les ingénieurs et par rapport à notre secteur, je pense qu'ils sont au courant. Vous savez que certaines firmes ont des matrices très spécifiques pour engager une présentation mieux représentée. Les autres n'ont pas de politique spécifique, mais ils peuvent voir que si votre firme a moins de 20% ou votre talent s'en va, c'est un échec de l'organisation. Il faut avoir des discussions là-dessus. Un autre obstacle dont on n'a pas parlé, ce n'est pas juste les employeurs, mais beaucoup d'ingénieurs qui travaillent pour des organisations. Ils vont passer beaucoup de leur carrière sur différents sites, que ce soit un site de construction de ressources naturelles, ils travaillent sur le terrain. Et maintenant, nous faisons de l'engagement avec toutes sortes de cultures différentes et nous avons besoin de chartes qui vont permettre à toutes les parties de protéger leurs employés sur site. Ce n'est pas inhabituel et je connais des firmes et des organisations. Ils, en- ils enlèvent les gens, ils enlèvent les gens de certains sites à cause de la façon dont ils traitent les gens. Donc, il faut qu'on s'occupe de ça. Il y a beaucoup de choses qu'on faut faire, il faut qu'on peut faire, il faut qu'on se mette des objectifs et reconnaître ces concepts. Parce que il y a des choses que nous pouvons faire et à un moment donné, on sera capable de. Est-ce que vous avez une stratégie de rétention? Est-ce que vous avez la gouvernance en place pour permettre à ce que les choses se passent? Quelquefois, dans la gouvernance d'une organisation, ça peut créer des obstacles. Quand j'ai commencé dans mon organisation, ça référerait, la secrétaire, c'était elle et le trésorier, il. C'était écrit comme ça dans les années 50. C'est important. Il faut enlever ces obstacles culturels. Il faut identifier les talents et après ça, il faut déterminer des objectifs pour nous-mêmes et reconnaître que si vous cherchez la diversité, ce n'est pas un quota, c'est les qualifications. Ils sont là, ils sont capables, il y a des gens capables dans toutes sortes de groupes, allez les trouver. Pour la prochaine question, je vais passer à Randy Herman. Randy, on sait que les ingénieurs, il y a une intersectionnalité avec les peuples autochtones et un impact sur les communautés autochtones de beaucoup de façons. On sait également qu'au Canada, les Autochtones continuent à faire face au racisme et à la colonisation systémique de beaucoup de formes, incluant le racisme environnemental. Euh, Par exemple, il y a 29 communautés autochtones qui n'ont pas d'accès à l'eau potable. Aujourd'hui, les terres autochtones représentent 20% de la terre. Ça représente 80% de la biodiversité. Alors, quelques personnes pensent que les Autochtones sont les meilleurs gardiens de l'environnement. Alors, la question est, qu'est-ce que vous voulez que sachent les ingénieurs sur leur rôle dans l'état actuel du climat et que pensez-vous qu'on puisse faire comme communauté euh, pour la vérité la. Écoutez, bon, ce sont deux choses séparées. La première partie de la question, bon, ce que je veux que les ingénieurs sachent sur leur rôle dans ce climat, eh bien, je ne vais probablement donc rentrer tout de suite
dans cette partie difficile et il y aura plein de commentaires. Bon, les ingénieurs sont donc à un point charnière de l'histoire maintenant, surtout par rapport à ce qui se passe au monde dans le climat, dégradation du climat. Et pour l'avenir, on va devoir vraiment se poser la question en tant que profession, si nous voulons continuer à être les soldats du capitalisme et du colonialisme ou pas. Et c'est là où on aura notre avenir, en fonction de comment on va pouvoir répondre à la question. Pour ce qui est de ce que vous dites là, alors plusieurs sociétés autochtones ont pu bien faire et en protégeant l'environnement dans lequel elles vivent. Et comme j'ai dit avant sur la conception de cette boîte, si on pense à comment les peuples autochtones ont donc conçu leur environnement, ils l'ont fait avec quelques concepts très clés. La plupart des inventions, les bâtiments étaient résilients. Souvent, ils examinaient donc un échéancier de plusieurs générations. Vous avez entendu parler des 7 générations. Il ne faut pas penser à ce qui est bon pour nous, mais il faut penser à ce qui est bon pour les gens dans cette génération. Plusieurs choses. Bon, se baser dans la communauté. Il ne s'agissait pas d'être la personne la plus riche de la communauté. Il s'agissait de pouvoir aider les gens de la communauté. Leur construction était bon, généralement facile. Quand je parlais avec du canot, bon, ces personnes auraient donc... bon, maintenant, on peut avoir un véhicule qui nous rende partout, mais écoutez, ils ont respecté l'environnement. Il n'y a pas de culture matérielle qui reste là parce que tout a pu être donc remis dans la nature. Ils étaient pour la nature, par contre, et ils ont tout conçu de façon durable et ils utilisaient du matériel local. Selon moi, ce sont des choses à quoi je pense quand je pense à la conception autochtone. Mais je pense à tout cela quand je pense à une bonne conception. Randy, vous suggérez que les ingénieurs ont joué le rôle d'être des soldats pour le capitalisme. Est-ce que vous dites, ce que vous suggérez, c'est que après ce modèle capitaliste, bon, on a été mené au gouffre. Alors, quel est le modèle que vous suggérerez? Alors, c'est une question que je poserai à vous, Adrian. Est-ce que vous croyez qu'on n'est pas là au point du gouffre? Ne vous croyez pas que là où on se trouve, là, que c'est mieux là qu'il y a 100 ans? Est-ce que nous sommes dans une meilleure place de façon environnementale? Peut-être il s'agit tout simplement de la peur, mais quand je lis sur les changements climatiques, je me préoccupe. Oui, je suis vraiment préoccupé. Et quand je vois qu'il y a des personnes, bon, quand je sais qu'il y a des gens dans ce monde qui vaut des milliards de dollars, et moi, je me promène dans les rues à Winnipeg et je vois des gens qui sont sans abri. Je me dis, il faut qu'il y ait donc une meilleure façon de faire les choses. Je ne suis pas assez intelligent de suggérer ce que c'est cette meilleure façon, mais il devrait y avoir une meilleure façon. Je sais que dans les économies traditionnelles autochtones, les sociétés autochtones, l'itinérance, ce n'était pas une chose qui existait. Moi, je me rends dans le nord, très très nord, Nunavut et Franklin Inlet. Ils ont des congélateurs communautaires. Alors, quand on chasse, on ramène l'animal, on met ça dans le congélateur de la communauté, mais ensuite, tout le monde peut se rendre là-bas au congélateur, des gens qui n'ont pas la capacité de chasser et peut donc récupérer la nourriture. Moi, je ne vois pas ces genres de choses. Ces gens prennent soin de l'un et l'autre dans leur société. Et bon, ça, c'est la façon dont on a fait les choses depuis longtemps et je ne vois pas ça dans notre société. John, alors Randy dit que le génie se trouve à un point charnière maintenant. Alors, quel est le chemin devant nous à prendre? Bon, le travail des ingénieurs, en partie, on est là pour servir les intérêts des affaires, mais il s'agit également d'avoir un public. Oui, absolument. Nous avons des défis économiques de la société énormes et nous n'allons pas donc réparer les choses en faisant la même chose. Alors, comment changeons-nous les choses? Bon, ce n'est pas en utilisant les mêmes gens.
qui nous disent comment on fait les choses. Alors, il y a une urgence de s'attaquer à cette question de la diversité de pensée dans la profession et dans l'industrie, tout comme nous devons avoir une diversité de pensée dans la prise, dans l'élaboration de politiques. Cela existe aussi dans la société. On ne va pas pouvoir traiter de ces problèmes comme ça. Il faut surmonter cette inertie de la profession. Et bon, alors là, il s'agit de donc Leonardo da Vinci, par exemple, qui était ingénieur aussi. Alors, il faut se tourner vers cela aussi. Bon, on est coupable de plusieurs points, bon, en suivant la tradition. Eh bien, bon, les choses ne fonctionnent pas. Et la seule façon de surmonter tout ça, c'est de penser de façon différente. Comment avoir des idées sur la gestion, bon, sur les points de vue stratégiques, et tout dépend de comment nous allons livrer les projets. Diversité de pensée, c'est notre seul espoir pour pouvoir surmonter ces défis. Kerry, quel est le chemin pour l'avenir? Comme Randy a dit, et je vais revenir au début de cette discussion quand on parlait de l'optimisme et l'espérance que nous voyons là dans les yeux des étudiants. Bon, c'était mes expériences, moi, quand je suis passé d'étudiant à commencer mon travail. Et j'ai vu ça même dans l'enseignement, dans les étudiants. C'est ce sentiment d'être déçu quand on est diplômé et quand on rentre dans l'industrie, parce que ces gens sont pleins de passion, mais ces passions, donc, ne peuvent pas être épanouies. Alors, je n'ai pas donc un chemin précis là, mais j'ai une demande, que ce soit pour les professionnels ou les étudiants, mais je leur demande de penser à ce travail que ces gens font. Et quel est l'objectif de ce travail? Et si vous croyez que ça ne sert pas vos valeurs, ça ne nous aide pas à arriver à un monde que vous voulez voir, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça, il ne faut pas faire donc une action donc dramatique. Bon, il se peut qu'il s'agisse de parler avec quelqu'un dans l'organisation pour qui vous travaillez ou de faire le nécessaire pour qu'il y ait donc plus d'inclusivité. On sait que nous avons tous une indépendance. On ne peut pas tout réparer, oui, mais on a au moins un peu de contrôle. Et ce que je suggère, et voilà ce que je suggère. Alors, nous avons seulement 8 minutes qui nous restent. Alors, dans l'intérêt d'expédier les choses, Jeannette, je vais vous poser la question ici. Parce que je sais que on en a parlé plus tôt avant. Seulement les personnes d'entreprise titulaires d'un permis délivré par un organisme de réglementation provincial sont autorisées par la loi à entreprendre et à assumer la responsabilité de projet. Alors, vous êtes à la voie de la profession. Donc, en tant que cette voie, vous engagez à promouvoir une profession d'ingénieur équitable, diversifiée, inclusive et digne de confiance et de faire passer le nombre de femmes ingénieurs nouvellement titulaires d'un permis d'exercice de 19% à 30% d'ici 2030. Est-ce qu'Ingénieur Canada croit que cette cible sera donc respectée? Sinon, est-ce que c'était la bonne cible? Merci beaucoup, Adrian. Et je vais juste partager un contexte avant de rentrer dans le vif de cette réponse. Alors, je vais juste dire que, comme Adrian a dit, au cours, bon, oui, je suis vice-présidente pour partenariat stratégique à Ingénieur Canada. Aussi, je suis ingénieur. Mes pronoms sont elle. Je suis noire, je suis migrante, je suis une femme et je suis née à Cape Town, en Afrique du Sud, durant l'apartheid. L'apartheid, bon, c'est le racisme institutionnalisé. Ma famille était classifiée comme des gens de couleur. Et ces classifications ont touché les choses comme où les gens pouvaient se mettre là sur le bus, où on pouvait vivre. L'éducation à laquelle on avait accès, et si on avait accès à l'éducation. J'étais la première personne dans ma famille immédiate d'aller à l'université. J'ai pu avoir l'opportunité d'avoir des rôles globaux à un cabinet au sein d'une entreprise. J'étais la première femme noire à être nommée à le rôle de leadership de l'entreprise. Ingénieur Canada travaille de pair avec la FCEG. On a donc des conseils de notre comité. On collabore avec l'Association des entreprises de génie au Canada et
Je suis honoré de siéger à ce panel avec Adrian et merci beaucoup d'être notre modérateur. Pourquoi est-ce que je partage tout cela? C'est parce que nous avons tous nos propres identités à porter. Une identité là, c'est en tant que femme ingénieure. Mais pour apporter un changement nécessaire, il n'est pas possible, et nous avons parlé de cela avant, c'est pas possible de mettre ça sur les épaules de femmes qui s'identifient comme femmes. Il faut apporter ce changement ensemble. Il faut avoir des organisations qui vont au-delà d'Ingénieurs Canada et de nos organismes de réglementation pour avoir ce changement. Adrian, vous avez dit, bon, c'est quoi 2030? Bon, c'est un objectif qui a été établi par un des organismes de réglementation en Alberta et ensuite adopté par Ingénieurs Canada et ensuite approuvé des 12 organismes de réglementation. 2 tiers des collèges universitaires aussi sont signataires. C'est trop tôt de voir si la cible sera respectée. Et je dis ça parce qu'en 2020, on est arrivé à un niveau de 20,6%. Et je dis cela parce que quand on a commencé sur ce chemin en 2015, on ne pouvait pas voir, on ne savait pas si on allait arriver à ce point. En 2021, on a chuté un petit peu à 19,8%, alors presque 20%. Mais on ne sait pas si cette décroissance est à cause de la COVID, des impacts de la COVID, ou c'était sur autre chose. On aura donc une compréhension quand on aura toutes les données de 2022. Est-ce que c'était la bonne cible? 30%, c'est une bonne cible pour arriver à un changement. Ça montre donc un point de changement, un point là où le changement est durable. Mais 2030 ne s'agit pas tout simplement de chiffres. Il s'agit de changement de culture, il s'agit de rétention, de collaboration. Si on n'avait pas de 30 en 30, on n'aurait pas donc ce réseau de champions qu'on a maintenant. On n'aurait pas la collaboration qu'on a aujourd'hui. On n'aura pas le partage de connaissances. Ce changement de culture doit se faire là dans les institutions et dans les lieux de travail. Et les leaders dans les institutions et dans les lieux de travail sont les gens qui ont le pouvoir sont ceux qui doivent travailler ensemble. John a parlé de travailler ensemble. Il s'agit de la collaboration. C'est ce qui va donc arriver à un changement nécessaire. Qu'en est-il des leçons tirées? Ah ben, on a beaucoup appris. Et tout d'abord, il s'agit d'un effort de système, changement de système. C'est un effort qui nécessite le soutien et la participation de ceux qui ont ce pouvoir d'apporter les chances. Ce pas les femmes qui doivent changer, c'est la culture qui doit changer. Deuxième chose, avec le temps, on a changé de chemin pour voir que les ingénieurs seuls ne sont pas les seuls qui vont pouvoir apporter un changement. Nous devons travailler avec la recherche. Il faut travailler de pair avec les autres spécialistes, des sociologues, par exemple. Et maintenant, on se concentre sur les employeurs. Bon, on a un lien dans le chat. Et nous continuons à aller en profondeur avec les ingénieurs, avec les lieux de travail. Adrian, vous avez la parole. Merci, Jeannette. Une chose que j'ai appris dans cette dernière heure, c'est que nous avons besoin de plus de temps. Ben oui, nous avons besoin de plus de temps pour la discussion parce qu'il y a clairement beaucoup à aborder. Nous avons 2 minutes qui nous restent pour cette séance et malheureusement, nous allons devoir donc conclure les choses. Alors, je vais vous demander tous et toutes la question. Vous avez tous partagé beaucoup d'informations avec, sur le rôle, les opportunités, les barrières pour les ingénieurs pour s'attaquer à l'iniquité et cette culture d'exclusion. Alors, voilà une question. Je vais commencer avec vous, Jeannette. Si vous deviez donc résumer vos idées dans quelques mots, qu'est-ce que ça serait? Alors, je dirais que il y a une place pour vous et ça vient de mon point de vue et un point de vue de la société venant de l'Afrique du Sud durant l'apartheid. Bon, on n'aurait pas donc une place pour moi dans l'ingénierie. Bon, il y a toujours pas beaucoup de place pour ceux comme moi dans l'ingénierie. Alors, moi, je dirais qu'il y a une place pour vous. Adrian, vous avez la parole. Griffin, et vous? Qu'est-ce que vous direz? Bon, si j'avais donc un tatouage, bon, je dirais aider à ce qu'on puisse vous aider. Alors, il y a des étudiants. Alors, c'est d'inclure les questions de société dans les projets. Et eux, ils ont besoin de soutien pour surmonter cette inertie
là au sein de l'organisation. Alors, si vous voulez que ces gens vous aident, vous devez les habiliter pour qu'ils puissent vous habiliter et aider toute la communauté. John, allez-y. La diversité donc donne de meilleures organisations, de meilleurs projets. C'est la bonne chose à faire. Et franchement, ça donc rend le monde plus intéressant et un monde à meilleure place. Kerry. Bon, je suis désolé, mais est-ce que je dirais le message que je laisse avec mes étudiants, c'est l'importance de respecter les autres façons de comprendre le monde. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, surtout quant aux efforts de la cérémonie de l'anneau bon. Il faut faire les choses parce que c'est la bonne chose à faire et non pas parce que c'est la tradition. Et dernière chose, Randy. Première chose, reconnaître votre privilège. Et l'autre chose, c'est la question de décolonisation maintenant. Merci beaucoup. Nous sommes tous dans ce processus de devenir. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour cette conversation très, très intéressante. Ça a été donc significatif. Ça nous a éclairé et même ça nous a renforcé. Alors, merci beaucoup de votre contribution. Et maintenant, j'aimerais remercier le grand public. Il y avait plein de questions qui nécessitent des réponses. Alors, certainement, nous allons créer plus d'espace pour ces genres de discussions. Alors, merci beaucoup pour votre participation et votre contribution. Ça a vraiment fait une différence pour la séance de cet après-midi. Alors, maintenant, je vais juste demander à Gérard d'offrir des mots de clôture. Merci beaucoup, Adrian. Et je me suis rendu compte là qu'il me faut donc plus d'espace pour ces messages. J'aimerais vous remercier d'être venu ici. Je suis George McDonald, le PDG à Ingénieur Canada. J'aimerais remercier Adrian, John, Randy, Jeannette, Kerry et Griffin pour cette merveilleuse discussion sur l'avenir du génie et le changement de culture qui se fait pour s'assurer que les ingénieurs reflètent les communautés concernées et qu'on protège le public et pour rendre notre vie mieux par notre travail. J'aimerais remercier l'équipe de participation qui vous a préparé cette séance, Kim, Yasmin, Eileen et Kathleen. Merci beaucoup d'avoir organisé l'événement. Peut-être vous ne le savez pas, mais aujourd'hui en Ontario, au moins, c'est le jour des ingénieurs. Et bon, c'est le début du mois national de l'ingénieur. Alors, au cours du mois, il y aura plein d'événements et je vous encourage à vous présenter à notre calendrier pour apprendre plus. Je vous invite également à notre prochain événement qui aura lieu en mai chaque année. Ingénieur Canada organise une conférence Accélération 30 en 30 et on est dévoué à soutenir les femmes dans l'ingénierie. Alors aujourd'hui, on va parler du changement dans le lieu de travail et on va se concentrer sur le leadership des employeurs. C'est une chose que nous avons abordée aujourd'hui. Nous allons avoir des événements le 3, 10 et 17 mai et tout cela donc, nous mène à un sommet du 24 qui aura lieu à Halifax. L'inscription pour ça, c'est ouvert et le lien se trouve dans le chat. Jusqu'à ce point-là, je vous souhaite tous une belle journée, un bon mois national de l'ingénieur et on va vous voir en mai. Merci. Merci beaucoup, Gérard. Bon après-midi à tout le monde. Merci beaucoup d'être venu.